Et cette loi sur le contenu local, justement, aujourd'hui, a été adoptée. Les décrets sont en préparation. Fin avril au plus tard, ils seront signés. C'est le calendrier, en tout cas, qui nous a été donné. Et nous pensons, compte tenu de la rigueur des personnes qui sont en charge de ce dossier, ce calendrier sera tenu. Et nous avons également eu une démarche participative et inclusive. Je crois que la représentation parlementaire a été invitée à un atelier sur la rédaction de ces textes. Moi-même, j'y étais le premier jour et j'ai rencontré des députés qui ont représenté l'Assemblée nationale. Toutes les institutions ont été invitées à ces ateliers, la société civile, mais également le patronat sénégalais a eu à participer. Et je crois qu'aujourd'hui, l'équipe de rédaction s'est retirée pour faire ces textes qui seront circularisés avant qu'on puisse les soumettre au président de la République pour signature. Maintenant, c'est une chose d'avoir de bons textes, c'est une autre de pouvoir les appliquer rigoureusement pour que les entreprises sénégalaises puissent en bénéficier. Et pour les protéger, nous essayons de nous inspirer. Nous avons fait un grand benchmark. Et si je dis nous avons fait, je n'étais pas là quand le code pétrolier était adopté. Peut-être que je ne serai plus là quand les décrets seront adoptés. Donc nous légiférons pour l'avenir. La loi a un caractère impersonnel. Cette loi, ces textes ne sont pas attachés à une personne. Ces textes ne sont pas faits pour une personne. Ils ont un caractère parfaitement impersonnel. Et donc je disais que rigoureusement, nous allons nous organiser pour que dans leur application, tous les régimes qui sont aujourd'hui prévus pour aider les entreprises sénégalaises à monter en puissance, et quand on parle d'entreprises sénégalaises, nous visons l'inscription au registre du commerce qui fait de vous une entreprise sénégalaise, mais nous visons aussi la composition du capital et du management de l'entreprise. Donc tous ces aspects-là seront pris en compte pour se refléter dans la loi, pour que ce soit vraiment des retombées pour l'économie nationale, des retombées pour les Sénégalais. Mais d'ores et déjà, 3 régimes sont prévus, pour vous donner juste une idée de ce qui est en train d'être fait. Parce qu'il faut sérier les activités, parce que le privé sénégalais ne pourra pas tout faire. Et s'il fait quelque chose mal ou qu'il ne sait pas le faire et qu'on ait recours dans de mauvaises conditions à des privés internationaux, cela peut coûter plus cher et c'est des coûts qui viendront à déduction des parts du Sénégal. Et c'est pour ça que nous avons sérié les activités. Il y a des activités, nous pensons, que les entreprises sénégalaises peuvent les faire. C'est une discussion, on a répertorié. C'est ça qu'on appelle le régime exclusif. Ces activités, aucun privé étranger ne pourra venir compétir avec les entreprises sénégalaises sur ces activités. Il y a une deuxième catégorie d'activités pour lesquelles, ce qu'on appelle le régime mixte, les entreprises sénégalaises pourront compétir avec des entreprises étrangères. Et après, vous avez maintenant, peut-être c'est le domaine souvent le plus pointu, le régime non exclusif qui permet un appel à la concurrence qui est ouvert et qui permet à tous les privés nationaux comme internationaux de compétir. On ne peut pas réserver cela à des privés nationaux parce que sinon les opérations pétrolières seraient bloquées. Mais c'est des professionnels qui ont agi, qui ont répertorié ces activités et je crois que nous pouvons leur faire confiance. Et de toute façon, comme l'Assemblée nationale participe à la rédaction de ces textes, forcément vous pourrez toujours intervenir avant qu'on puisse les soumettre à la signature du président de la République. Naturellement, une question a été beaucoup soulevée, c'est la régulation. Autant d'activités ne peuvent pas se dérouler dans un pays s'il n'y a pas un arbitre, s'il n'y a pas un régulateur. L'État est l'arbitre en dernier ressort, parce que nous avons quand même une justice qui tranche les litiges, qui tranche les conflits, devant laquelle on va continuer à porter tous les griefs chaque fois qu'on pensera avoir des griefs à porter contre une quelconque situation juridique qui se poserait. Mais avant cela, il y a un régulateur. Et ça, vous ne me contredirez pas, c'est l'économie du monde qui marche comme ça. Le Sénégal n'a pas attendu 2017, 2018, 2020 pour être dans la régulation. La RTP existe quand même depuis quelques années. La RMP existe quand même depuis quelques années. Donc la CRSE existe depuis 1999. Donc nous sommes dans la régulation depuis bien longtemps. La nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle prévoit sur la régulation? La CRSE, qui est aujourd'hui la Commission de régulation du secteur de l'électricité, comme son nom l'indique, ne régule que le secteur de l'électricité et les revenus de Sénélec et des opérateurs qui interviennent dans le secteur. Naturellement, parce que nous avons des hydrocarbures, aujourd'hui, comment la régulation est faite au niveau des hydrocarbures? Nous importons du carburant tous les jours. Hein? Comment c'est régulé? Comment les licences d'importation sont délivrées? C'est bien le ministre qui les délivre aujourd'hui. Eh bien, c'est la même chose, c'est le ministre qui va continuer à délivrer les licences pour le gaz. Comment sont délivrées les licences pour l'exploitation des stations de distribution? C'est le ministre qui les délivre naturellement. Eh bien, s'il y a du gaz à distribuer aussi, c'est le ministre qui va continuer à les distribuer.
Mais aujourd'hui, c'est la Commission nationale des hydrocarbures qui agit comme régulateur. Et cette commission a une composition à la fois étatique, para-étatique, mais également regroupe, l'Assemblée nationale participe à cette commission, et vous avez une composition qui est très diverse, qui garantit son indépendance, et cette commission soumet les dossiers, les arrêtés, après instruction au ministre du Pétrole et des Énergies pour signature. Ce qui est prévu de nouveau ici, et qui me paraît important, c'est de dire, dans cette loi que nous votons, article 5, beaucoup l'ont soulevé, cet article 5 ne définit qu'un cadre général, parce qu'il y a une loi spécifique qui va concerner le régulateur. Donc c'est les missions générales qui sont définies, si vous regardez bien, dans cet article 5, mais les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission seront définis dans la loi à arriver, et on nous promet le draft de ce projet de loi qui a été lancé sur la base également d'un appel d'offres international dans le cadre du MCC. C'est le MCC qui a financé ce projet pour aider à la gouvernance du secteur. À la fois le code de l'électricité et le code de la régulation sont en train d'être préparés, et sur les documents que j'ai consultés, au 20 février, normalement, nous devions pouvoir recevoir les premiers drafts, les discuter, les circulariser encore, appeler tous les acteurs à se prononcer avant de les soumettre à l'Assemblée nationale. Et cette régulation-là, qui ne concernera plus que l'électricité naturellement, va absorber les compétences de la CNH, la Commission nationale des hydrocarbures, ou le Comité national des hydrocarbures, pour avoir un régulateur qui sera régulateur du secteur de l'énergie et non plus de l'électricité. C'est ça le sens de la réforme. Et ce que dit la loi, c'est tout simplement que le régulateur étudie les dossiers, le régulateur fixe les prix, parce que ça c'est sa compétence, ce n'est pas le gouvernement qui fixe les prix. Les prix sont fixés et sont décomposés par le régulateur. Mais maintenant, quand il s'agit d'attribuer, le gouvernement ne saurait avoir une compétence liée. Parce que si le gouvernement a une compétence liée, ça voudrait dire que l'Assemblée nationale s'est dessaisie au profit du gouvernement, et le gouvernement se serait dessaisi au profit d'une commission, fût-elle autonome. Cette commission aura toute l'autonomie nécessaire pour instruire les dossiers, dire que nous devons donner à telle société une licence, que nous devons donner à telle société une concession, mais il faudrait également que le régulateur laisse le soin au gouvernement d'apprécier, de suivre le régulateur dans sa proposition, ou bien de rejeter sa position, mais la loi dit que si la proposition du régulateur est rejetée, ça doit faire l'objet d'une motivation expresse. Donc vous ne pouvez pas rejeter pour rejeter, vous êtes obligé d'écrire, d'argumenter et d'expliquer pour dire pourquoi vous n'avez pas suivi le régulateur dans sa proposition d'accorder ou non une licence. Eh bien, un régulateur, même si c'est une commission de 7 personnes, c'est des personnes. Un ministre, c'est une personne, mais c'est également un cabinet et des collaborateurs. Et il est dans une collégialité, il est dans un gouvernement où il ne lui est pas loisible de faire ce qu'il veut. Cela ne se passe pas comme ça, cela ne s'est jamais passé comme ça et cela ne se passera jamais comme ça, parce que tout se passe dans ce secteur, dans la transparence. Je le disais hier aux experts, nous sommes dans un secteur dans lequel, parce que vous êtes en compétition, si vous voulez une licence, c'est plusieurs personnes qui la veulent, c'est plusieurs sociétés qui la veulent. À partir du moment où vous prenez une décision qui n'est pas conforme aux lois et règlements, qui n'est pas conforme aux bonnes pratiques, naturellement, attendez-vous à ce que les autres acteurs se lèvent pour contester cette décision, et là, vous serez mal à l'aise pour pouvoir le défendre. Donc je crois que toutes les garanties de transparence ont été données de ce point de vue. Il y a maintenant juste encore des risques, certes, et c'est pour ça qu'il faut légiférer. Il faut légiférer et tous les contrats sont publiés. Je rappelle que sur la production, le transport et la distribution du gaz, aucun contrat n'a encore été signé. Aucun contrat n'a encore été signé. Et donc ce code que vous allez voter, que je soumets à votre sanction aujourd'hui, ne régit pas des contrats déjà votés, déjà signés, mais régit des